Monsieur, Oui, Christophe. vous êtes gaucher ou droitier? Pourquoi cette question? Il y a eu les élections présidentielles cette année. En effet, mais je ne vois pas le rapport. Ben si, aux infos, ils parlent sans arrêt de gauche, de droite, et même d'extrême droite ou d'ultra, on ne sait plus. Ah, d'accord, mais ça n'a aucun rapport avec gaucher et droitier, voyons. Et vous allez nous dire pour qui vous avez voté? Sûrement pas. Un vote, c'est secret. Et de toute façon, un professeur se doit être neutre politiquement face à ses élèves. Vous n'avez pas le droit de nous parler des présidentielles alors? Ah si, c'est même dans le programme d'histoire et de MC. Et de la droite et de la gauche aussi? Si vous voulez. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noailles et je ne pouvais pas passer à côté des élections présidentielles de 2022. D'abord un petit historique. Nous sommes sous la 5e République. Or, il y a eu 17 présidents avant notre République actuelle. Un seul sous la 2e République, Louis-Napoléon Bonaparte. C'est d'ailleurs lui qui mit fin à la 2e République, 4 ans après sa nomination de président, en se proclamant empereur des Français sous le nom de Napoléon III. 14 présidents sous la 3e République, celle qui a duré 70 ans. 2 sous la 4e République, qui n'a duré que 12 ans. Leur pouvoir était différent du président de notre République actuelle. À l'exception de Louis-Napoléon, élu au suffrage universel masculin, les présidents de l'époque étaient élus par les deux chambres, Chambre des députés et Sénat. Oui, vous m'avez bien compris, le chef de l'État n'était pas élu par le suffrage universel. Et on peut comprendre la réticence des républicains de 1875 de refuser au président de la République le suffrage universel. Je vous rappelle que le seul qui a été élu ainsi, Louis-Napoléon, s'était proclamé empereur 4 ans plus tard. Selon la loi de 1873, le président de la République était nommé pour 7 ans. On appelle ce mandat un septennat, et ce sera la norme pendant 130 ans, jusqu'en 2002. Il nommait le président du Conseil, équivalent de Premier ministre, mais il ne pouvait le choisir que selon la majorité de la Chambre des députés. Il ne pouvait donc pas choisir n'importe qui. Encore maintenant, le président de la République est contraint de choisir un Premier ministre selon la majorité de l'Assemblée nationale, et tant pis pour lui si l'Assemblée n'est pas de son bord politique. Nous y reviendrons. Le président de la République était élu par les députés et les sénateurs, eux-mêmes élus par le suffrage universel masculin, donc par des hommes de plus de 21 ans. Autrement dit, toutes les femmes et tous les jeunes hommes de 18 à 21 ans étaient exclus du vote. Un président de la 3e République n'a donc pas du tout la même représentativité qu'un président de la 5e. Le président de la 3e République n'avait pas beaucoup de pouvoir. Il avait le droit de grâce, il peut gracier un condamné en le dispensant d'effectuer une partie de sa peine. Il était officiellement chef de l'État, mais tous ses actes devaient être contresignés par un ministre. Il était le chef des armées, mais il ne pouvait déclarer de guerre sans l'aval du Parlement. Officiellement, le président de la République avait le droit de dissoudre la Chambre des députés. Mais en pratique, à part le très impopulaire et très monarchiste MacMahon, aucun président de la 3e République n'a usé de ce pouvoir, considéré comme anti-républicain. Vous l'avez compris, le président de la 3e République, soi-disant chef du pouvoir exécutif, n'avait que peu d'importance dans la vie politique, qui était centrée sur le pouvoir législatif, autrement dit le Parlement. Après la défaite de la France par l'Allemagne nazie en 1940, l'extrême droite prit le pouvoir en France et la 3e République prit fin. Le maréchal Pétain n'a jamais été président. Il se présentait comme chef de l'État français. Et le régime de Vichy n'avait vraiment rien de républicain. La victoire des Alliés permit à la France de fonder la 4e République, sur le modèle de la 3e. Les présidents de la 4e République ne servaient donc, selon Charles de Gaulle, qu'à inaugurer des chrysanthèmes. Autrement dit, à représenter symboliquement la France en déposant des gerbes de fleurs lors des commémorations. C'est ce même général de Gaulle qui va changer complètement le rapport au président de la République. La guerre d'Algérie a provoqué une crise institutionnelle grave, et le général de Gaulle est nommé président du Conseil en 1958 par le dernier président de la 4e République, René Coty. De Gaulle fonda la 5e République.
en réformant complètement le rôle de président de la République, rôle qu'il se réserva, bien entendu. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? D'abord, le septennat est conservé. Le président est élu pour 7 ans par le Parlement, il peut dissoudre l'Assemblée, il est le chef des armées, il a le droit de grâce, rien n'a changé. Sauf qu'il n'a plus besoin de signature de ministre pour agir, ni d'autorisation du Parlement pour déclarer la guerre ou signer une alliance. Le président est donc un maillon essentiel des affaires étrangères. A l'inverse, si le gouvernement veut faire passer une loi par des ordonnances, et c'est lui qui a besoin de la signature du président, le président de la République peut même demander l'avis des Français et même changer la Constitution par des référendums. Et si le gouvernement et l'Assemblée sont du même bord politique que lui, c'est clairement le président qui fixe les grandes orientations de la politique du pays. Le Premier ministre lui est subordonné. Le rôle du président est accentué en octobre 1962, lorsque le président de Gaulle, par référendum, proposa à ce que le président de la République soit élu non pas par le Parlement, mais au suffrage universel direct. Les Français et Françaises ont voté oui à 62%. Élu par le suffrage universel, le président prétend représenter tous les Français. Vous l'avez compris, le rôle du président de la Ve République a été plus que renforcé. La France est passée d'un système parlementaire à un système présidentiel. Les détracteurs de cette présidentialisation de la vie politique parlent même de monarque présidentiel. La première élection du président de la République au suffrage universel direct, masculin et féminin, eut donc lieu en 1965. Mais avant d'aller plus loin, il est temps de parler un peu des partis et des bords politiques. Les partis politiques se disant de gauche et de droite ont beaucoup évolué avec le temps, que ce soit par le nom ou par l'idéologie. La gauche et la droite d'il y a 30 ans ne sont pas identiques à maintenant. Aussi, attention à bien replacer les bords et les partis dans leur époque. Un homme de gauche du 19e siècle serait peut-être classé très à droite au 20e siècle, par exemple. Le contexte a donc son importance. Il faut comprendre aussi que gauche et droite ne sont pas des partis, mais des bords politiques. Les partis se définissent plutôt d'un bord ou plutôt de l'autre. Mais il existe donc plusieurs partis de gauche et plusieurs partis de droite, qui ne s'entendent pas toujours entre eux. En 1789, les députés qui soutenaient le roi se plaçaient à sa droite, et ceux qui étaient opposés au roi se plaçaient à sa gauche. Donc, à l'origine, la droite était monarchiste et la gauche républicaine. C'est ainsi que la droite a hérité d'une image de conservatisme, autrement dit une volonté de conserver les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles étaient avant. A l'inverse, la gauche avait une image de changement, de progressisme. Durant la Troisième République, la gauche s'est orientée vers les idées de Karl Marx, la lutte des classes et le communisme, avec des valeurs comme l'égalité, le refus de la pauvreté, la justice sociale, l'internationalisme, la redistribution des richesses et l'éducation pour tous. La droite, toujours monarchiste ou bonapartiste au XIXe siècle, est devenue en partie républicaine vers la fin du siècle et s'est construite sur d'autres valeurs comme la liberté et même le libéralisme, la propriété, la méritocratie, la sécurité, l'ordre et sa volonté d'enrichir le pays. L'extrême gauche est une gauche radicalisée qui veut supprimer toute inégalité par la dictature du prolétariat, prenant comme modèle soit l'URSS et la dictature de Staline, soit le trotskisme qui est un communisme opposé à Staline. L'extrême gauche est aussi l'anarchisme, opposé à toute règle contraignante. A l'inverse, l'extrême droite est une droite radicalisée, souhaitant le retour à un passé fantasmé, un repli sur soi de type fasciste et dictatorial comme Mussolini. Cela peut mener aussi à une dictature raciste et antisémite comme Hitler. Les royalistes et les religieux intégristes sont aussi de l'extrême droite. Concrètement, l'extrême droite a pris le pouvoir en 1940 avec le maréchal Pétain.
La Ve République, la guerre d'Algérie et la chute de l'URSS en 1991 vont rebattre les cartes des partis politiques. Ainsi, l'extrême droite se reconstruisit non pas autour des restes du régime de Vichy et des nazis, mais plutôt auprès des nostalgiques de l'Algérie française. Au fil des décennies, l'antisémitisme se marginalisa et l'islamophobie grandit. La droite se restructura complètement autour de la figure du général de Gaulle. Le centre droit, faisant théoriquement la liaison entre la gauche libérale et la droite gaulliste, s'allia très souvent avec la droite. La gauche socialiste, qu'on appela aussi social-démocratie, se construisit autour de la figure de François Mitterrand et accepta le libéralisme économique, tandis que le communisme chuta après 1988 et que d'autres gauches apparurent, comme les écologistes en 1982 ou la France insoumise en 2016. Mais quels auraient été les présidents de la Ve République et de quel bord étaient-ils ? Le premier président de la Ve République en 1958 est bien entendu le général de Gaulle, puisque c'est lui qui l'a fondé. Le président de Gaulle détestait les partis politiques et refusait de se positionner comme de gauche ou de droite, puisqu'il disait incarner la France. Mais les partis qui le soutenaient étaient classés à droite. De Gaulle, 75 ans, était président depuis 7 ans. Il fut opposé au deuxième tour à François Mitterrand, 49 ans, qui représentait la gauche. De Gaulle fut élu avec 55% des voix. Le vieux Charles de Gaulle, 79 ans, démissionna en avril 1969 après un référendum perdu. Son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, 58 ans, se présenta alors aux élections. Au second tour, il fut opposé à un candidat de centre-droit de 60 ans, le président du Sénat, Alain Poher. Georges Pompidou gagna les élections avec 58,2% des voix. Georges Pompidou mourut de maladie à 63 ans en avril 1974, sans qu'il ait pu finir son mandat. François Mitterrand, à gauche, revint aux élections et fut opposé à un candidat de centre-droit, Valéry Giscard d'Estaing, 48 ans, ancien ministre de l'économie de Pompidou. Après un vote très serré, Valéry Giscard d'Estaing fut élu président à 50,8% des voix. Valéry Giscard d'Estaing, 55 ans, a fini son mandat de 7 ans. Il se représente, mais à gauche, François Mitterrand aussi. Les deux hommes s'affrontèrent de nouveau au second tour, et cette fois ce fut François Mitterrand qui fut élu avec 51,7% des voix. C'était la première fois depuis les débuts de la Ve République que le président était à gauche. En mars 1986, la droite gagna les élections législatives. Il se passa alors une cohabitation. Un président de gauche dut accepter un gouvernement de droite avec un Premier ministre de droite, Jacques Chirac. Un gouvernement opposé au président, c'était du jamais vu. Fort de sa victoire aux élections législatives 2 ans plus tôt, le candidat de droite, Jacques Chirac, 56 ans, se présenta aux élections présidentielles contre le président de gauche, Mitterrand, 72 ans, qui cherchait à se faire réélire. Ce fut François Mitterrand qui fut réélu avec 54% des voix. En 1993, la droite gagna une nouvelle fois les élections législatives et une deuxième cohabitation eut lieu. François Mitterrand, de gauche, dut accepter une nouvelle fois un gouvernement de droite et un Premier ministre de droite, Édouard Balladur. En 1995, François Mitterrand réussit à terminer son deuxième mandat. Il a donc été président 14 ans, le record de tous les présidents français, toute époque confondue. Jacques Chirac, 63 ans, se représente pour la 3e fois à la présidence de la République. Face à lui, le candidat de gauche, Lionel Jospin, héritier de François Mitterrand. Ce fut la victoire de Jacques Chirac avec 52,6%. 2 ans plus tard, en 1997, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale, espérant une victoire de son parti pour les 5 ans qui restaient de son mandat.
monumentale erreur. Mais la droite perdit, et Jacques Chirac, président de droite, dut accepter un gouvernement de gauche, ainsi que de nommer Premier ministre son principal concurrent, Lionel Jospin. C'est la troisième cohabitation et aussi celle qui durera le plus longtemps, puisqu'elle durera 5 ans. C'est durant cette cohabitation que pour éviter qu'une telle chose ne recommence, le président Chirac et le Premier ministre Jospin se mirent d'accord pour limiter le mandat de président à 5 ans au lieu de 7 et à enchaîner les élections présidentielles avec les législatives. Le référendum pour limiter le mandat de président à 5 ans fut accepté par les Français en 2000. Tous les sondages pensaient que Jacques Chirac et Lionel Jospin allaient s'affronter une nouvelle fois au second tour. C'est pourquoi la participation fut très faible. Un tiers des électeurs ne s'étaient pas déplacés pour voter. Mais ce fut un séisme politique lorsque Lionel Jospin fut éliminé au premier tour par le candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen, 74 ans, qui se présentait aux élections présidentielles pour la 4e fois. Le président de droite, Jacques Chirac, 70 ans, fut donc opposé à Jean-Marie Le Pen. Presque toutes les voix de gauche et de droite se reportèrent sur le président et Jacques Chirac fut donc réélu avec 82,2% des voix, un record dans une démocratie. L'alliance de la gauche et de la droite républicaine contre l'extrême droite est appelée le Front républicain. Après 12 ans de présidence, un septennat et un quinquennat, Jacques Chirac se retira de la vie politique. Son héritier est Nicolas Sarkozy, 52 ans, son ministre de l'Intérieur. Face à lui, la candidate de gauche, Ségolène Royal, ancienne ministre du gouvernement de Lionel Jospin, et première femme à atteindre le deuxième tour des élections présidentielles. Jean-Marie Le Pen n'ayant atteint que 10% des suffrages. Nicolas Sarkozy fut élu président à 53%. Nicolas Sarkozy, 57 ans, est président depuis 5 ans, et il se représenta pour un second mandat. Face à lui, un candidat de gauche, François Hollande, 58 ans. La candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, finit 3e. Ce fut François Hollande qui fut élu à 51,6%. Après son mandat de 5 ans, François Hollande ne se représenta pas, ce qu'aucun président n'avait fait depuis 1981. Le ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron, 39 ans, soutenu par aucun parti et ne se disant ni de gauche ni de droite, se présenta aux élections. Centriste, attirant à la fois la gauche libérale de Hollande et la droite libérale de Sarkozy, Emmanuel Macron affronta au second tour Marine Le Pen, 49 ans, la candidate d'extrême droite. À l'aide d'un nouveau front républicain, Emmanuel Macron fut élu à 74,5% des voix. Ce fut le plus jeune président de la République française. En 2022, après 5 ans de présidence, Emmanuel Macron, 44 ans, du centre droit, se représente, toujours soutenu par la gauche libérale et la droite libérale. Face à lui, les anciens partis historiques, qui étaient le Parti socialiste à gauche et les Républicains à droite, sont réduits à 2% des voix. Jean-Luc Mélenchon, ancien du Parti socialiste ayant fondé un parti de gauche radicale, finit 3e. La candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, 54 ans, fut qualifiée une deuxième fois de suite au second tour de la présidentielle. Le Front républicain fut extrêmement fragilisé cette fois, et Emmanuel Macron fut loin de gagner aussi largement qu'en 2017. C'est la première fois que l'extrême droite fut démocratiquement aussi proche du pouvoir. Si tout se passe bien, les prochaines élections présidentielles auront donc lieu en 2027. Bien d'autres élections existent en France, mais cela est une autre histoire. Donc, gauche et droite, ça n'a aucun rapport avec droitier ou gaucher. Strictement aucun. Mais du coup, vous êtes de droite, de gauche, au centre, j'ai pas compris. On s'en fiche surtout. C'est à vous de vous faire vos propres opinions.
En tout cas, si j'étais président, je rallongerais les récréations. Et les vacances? Je mettrais la sieste obligatoire. Ouais, vive la présidence! Au moins, ils ont un programme.